Mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir à tous les frères, à toutes les sœurs africains, ivoiriens. Bienvenue à l'émission Analyse politique avec Sister Sarah. Et ce soir, nous nous retrouvons encore, mais nous ne parlerons certainement pas de la Côte d'Ivoire ce soir. Nous avons un invité que vous connaissez tous ici sur Jacques Roger Show. Ce soir, nous recevons M. Yves Bambara, qui vient fraîchement d'arriver d'un voyage et qui a accepté de nous accorder un temps d'interview pour parler de son pays, le Burkina Faso. Et donc, c'est avec joie que nous le ferons parce que vous savez que le Burkina Faso est à l'heure des grands changements. On pourrait dire des grands chantiers sont en cours au Burkina. Avec un très jeune président. Voilà, un président qui est né tout simplement en 88, hier ici. Il a 36 ans. C'est un officier de l'armée burkinabé et il a renversé le président intérimaire Paul-Henri Sadaogo Damiba depuis le 30 septembre 2022 par un coup d'État. Il est chef de l'État du Burkina. Il n'y a pas longtemps, il a été reconduit dans son rôle de président et surtout son rôle de vouloir redresser l'économie du Burkina, de donner au Burkina, pour ne pas dire de redonner au Burkina son intégrité. N'oubliez pas que le Burkina, c'est le pays des hommes intègres et donc notre jeune fils, frère, compatriote africain est au pouvoir et depuis lors, il va de succès en succès. Alors, son plus grand défi, nous le savons tous, ce sont les terroristes qui sont au Burkina, qui ont envahi le Burkina depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et sous le règne du président Compaoré, le Burkina était devenu une terre de terreur. Les populations étaient assassinées sans raison. Parfois, il faisait des expéditions dans les villages et donc depuis qu'il est arrivé, il s'est mis dans une relation avec la Russie, il a coupé ses relations bilatérales avec la France, il a arraché pratiquement les marchés à la France et aujourd'hui il est le président qui a le plus grand armement en Afrique. Il fait peur parce que ce qu'il achète comme armement, ce n'est pas de la blague, ce n'est pas pour aller faire un petit coup d'État en Côte d'Ivoire, mais ce sont des armes lourdes. Et avec ces armes, il continue de combattre les terroristes. Alors son peuple a décidé de lui accorder 5 années. Avec ces 5 années, le peuple burkinabé pense et est convaincu que le président Ibrahim Traoré pourra faire ce qu'il a commencé, aura le temps de faire plus et d'achever sa mission. Et puis, on lui accorde aussi la possibilité, lui et le Premier ministre, la possibilité d'être candidat aux élections présidentielles dans 5 ans. Donc, s'il veut être président, après ces 5 années de transition, eh bien, il pourra postuler et c'est sûr que les Burkinabés vont l'élire avec joie. Alors, il continue, il va de réforme en réforme et tout à l'heure, nous allons parler avec notre frère qui certainement va nous donner beaucoup plus de détails. N'oubliez pas que dans tout changement, il y a toujours des problèmes. Alors, le changement est dur, le changement est difficile, mal compris et parfois, ça suscite des ennemis. Voilà. Donc, je ne sais pas si M. Yves Bambara nous a rejoints. S'il est là, je voudrais lui dire bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Sarah. Voilà, bonsoir Yves, bonne arrivée. Merci. Et voilà. Bonsoir au commandant Jacques, à tous les frères et toutes les sœurs africaines de différents pays de la diaspora. Et ça fait un bout de temps qu'on n'a pas pu communiquer, on ne s'est pas entendu, on ne s'est pas parlé. Donc, l'occasion donnée par votre biais de pouvoir modestement échanger avec ses frères, de les écouter, de les entendre, et puis d'échanger avec eux aussi sur les réalités de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest actuellement. Ce n'est pas seulement le Burkina,
J'ai passé environ, j'ai fait 3 jours en Côte d'Ivoire. J'ai pu aussi écouter et m'imprégner à chaud des réalités de ce pays. Donc voilà, j'ai dit, bon, tout le monde me connaît, modestement, il fait I Bambara, à l'état civil I Kominga Bambara. Alors, je suis déjà fourré chaud depuis les années 2005. Je suis un partisan de la démocratie, de l'état des droits. Ça, je ne le change pas. Hein. Je ne suis pas d'accord. Moi, je n'approuve pas l'état de non-droit. Parce que sans l'état de droit, chaque peuple, les citoyens de chaque peuple, de chaque pays, tous les citoyens ne peuvent pas faire prévaloir leurs droits. Et quand un homme ne peut pas faire prévaloir son droit, il ne peut pas avoir un progrès social dans ce pays. Quand vous partez en Côte d'Ivoire, malgré les constructions, il y a un problème de l'état des droits, du respect des droits, des droits des citoyens. Au Burkina, il y a un coup d'État, il y a eu des coups d'État. Je vous dis entre parenthèses que je n'approuve pas de coups d'État. Je n'approuve pas les prises de pouvoir par la force. Mais les circonstances ayant permis d'aboutir à cela, on peut l'assumer. Mais l'accepter, je ne le ferai pas. Voilà. D'accord. Alors Yves, on va y aller avec des réponses assez courtes pour nous donner le temps de poser à cette question parce que les auditeurs voudraient comprendre, être à l'ordre du jour, c'est-à-dire c'est le Burkina et je suis sûr que nous avons beaucoup d'auditeurs qui voudraient savoir où se trouve le Burkina aujourd'hui, comment ça se passe, vous qui venez d'arriver, on veut vraiment poser des questions et avoir des réponses assez simples et courtes pour que nous puissions vous poser plus de questions. Voilà. Donc, vous avez dit que vous n'aimez pas les coups d'État. Alors, est-ce que ça veut dire que vous n'aimez pas les coups d'État, mais vous approuvez ce coup d'État précis avec le président Ibrahim Traoré? Mais tout à fait. Je dis, nous pouvons l'assumer. On peut ne pas supporter le coup d'État, les coups de pouvoir par la force, mais on est contraint de l'assumer dans le contexte actuel du Burkina qui trouvait. Puisque après la chute de Blaise Compaoré, le président Compaoré, qui avait fait 27 ans au pouvoir, le Burkina est apparemment stable, apparemment. Nous avons fait des débats depuis longtemps. Hein. C'est ça que la stabilité était temporaire, était précaire. Bon, les gens n'ont pas écouté, les gens n'ont pas voulu apprécier, les gens n'ont pas accepté. Donc, c'est cela qui nous a, c'est la stabilité semblante au temps de Blaise Compaoré qui nous a conduit à cette situation après sa chute. Mais n'empêche maintenant que nous sommes contraints de l'accepter, d'accepter l'état d'exception, une transition obligatoire. Maintenant, le fait étant là, qu'est-ce qu'il faut faire pour sauvegarder au moins la quiétude et sauvegarder le minimum vital pour le pays. C'est pourquoi on est obligé d'accompagner cette transition, même si on ne l'accepte pas, même si on ne l'approuve pas. On ne peut pas être dans un pays de droit, dans le pays développé, et accepter, regarder le modèle qui a conduit au progrès de ces pays-là, pour accepter un contraire chez nous. Sauf si on n'a pas l'amour de ce pays, ou alors on a une autre forme d'amour. Bref, maintenant, pour parler des choses là, je vais dire, l'état, vous avez décrit l'état actuel du Burkina. Bon, il y a deux façons, il y a deux facettes. Il y a le Burkinabé de la diaspora, si on les regarde, parce que quand vous êtes à l'extérieur, vous avez la peur, il y avait cette peur, il y a toujours la peur qui existe même, qui anime certaines personnes. Mais il y a le Burkinabé qui est à l'intérieur, qui compose même, qui vit avec cette réalité de peur, qui ne voit même plus cette peur, qui a besoin d'un minimum social, un minimum vital. Donc, il y a deux visions. Il y a le Burkinabé qui est à l'extérieur, qui est inquiet, et le Burkinabé qui est à l'intérieur, qui n'a plus peur des choses, de l'inquiétude, qui n'a plus l'inquiétude de l'insécurité, mais plutôt de l'insécurité sociale. Alors, quand vous êtes allé au Burkina, parlant du Burkinabé de l'intérieur, qui lui n'a plus peur, est-ce que quand vous êtes allé au Burkina, vous avez constaté que les Burkinabés sont à l'aise, qu'ils sont heureux, qu'ils n'ont pas peur, qu'ils sont confiants? Les Burkinabés, ils sont bon. Quand on parle au Burkina, on écoute les Burkinabés. Il y a plus, je dis, les Burkinabés se sont adaptés à la peur. Ils ont su que vraiment, aujourd'hui, il faut accorder un crédit à ce jeune président
qui au moins a eu le courage de prendre certains engagements pour rompre. Il y a certaines décisions douloureuses qu'il a prises pour rompre avec la France, que nous allons revenir. Mais la France, il faut faire la part des choses. La France a eu un impact vraiment douloureux sur la vie des Africains. Mais cet impact-là, c'est côté politique, sociopolitique ou bien l'économie politique tout court. L'économie politique, la France a constitué les pays africains depuis depuis la création des différentes colonies, comme l'impact les tiers. C'est de bonne guerre que les Français soient là et croient toujours que les pays africains seront là pour alimenter leur puissance, leur permettre de bien vivre. Maintenant, cette rupture est acceptable. Mais il ne faut pas confondre aussi que l'Afrique est à la croisée de chemin. Non, nous ne parlons pas de l'Afrique. Je voudrais qu'on reste avec les Burkinabés. Est-ce que, quand vous êtes allé au Burkina, est-ce que vous avez vu que la population était heureuse? Quand vous sortez, que vous rencontrez vos frères, est-ce que vous avez l'impression qu'ils sont à l'aise? Non, les Burkinabés ne sont pas à l'aise. Il y a toujours il y a un problème social. Parce que quand vous arrivez dans un pays qui était ancré dans une insécurité profonde, et que vous êtes dans ce pays où il y a des prises de décisions très lourdes, l'insécurité a créé pas mal de choses, d'effets négatifs. Il y a la fuite des choses à des investisseurs, il y a la fuite des capitaux, il y a la fuite des matières touristiques. Il y a beaucoup d'événements qui vraiment faisaient fonctionner aussi l'économie du pays. Et quand on rentre avec tout ça, ça crée des effets négatifs. Il y a beaucoup d'effets. Et il y a beaucoup qui sont reliés, surtout le Burkina comme des fonctionnaires. Bon, je peux à l'époque peut-être en 2000, 33 000 personnes fonctionnaires. Peut-être qu'on peut arrondir même aujourd'hui à 100 000 fonctionnaires, y compris les forces militaires, les FDS, Forces de défense et de sécurité. Supposons qu'on arrondit à 100 000 personnes. Mais 100 000 pour une population de 22 millions d'habitants. Même les 100 000, les salaires souvent tombent à compte. C'est pas facile. Moi, j'ai écouté des choses là, des confidences des instituteurs, des enseignants, des professeurs. Souvent, c'est difficile parce que quand on veut rompre, quand on veut engendrer un changement, tout changement a des effets douloureux. Et surtout qu'il y avait l'effet déjà posé de l'insécurité, alors c'est difficilement acceptable et vivable, je veux dire. Même si les gens s'accommodent avec, c'est difficilement vivable pour ceux qui sont à l'intérieur. Maintenant, ceux qui sont à l'intérieur, c'est normal. Celui qui est en aventure, il arrive à avoir un minimum vital, il doit avoir une autre pensée. Mais celui qui est là-bas à l'intérieur, il peine même à avoir peut-être même 2 repas par jour, pour ne pas exagérer. Qu'est-ce que vous trouvez de positif chez le président Ibrahim Traoré? Parce que vous savez, beaucoup de gens l'ont comparé à Sankara. Est-ce que vous pensez qu'il se comporte vraiment comme Sankara ou bien c'est juste une façade? Non, il est de son époque. Il n'est pas Sankara. On ne peut pas comparer Ibrahim Traoré à Thomas Sankara. Non. Moi, j'ai toujours dit ça aux gens. On peut aimer Traoré comme on peut ne pas l'aimer. Mais les 2 individus, c'est 2 personnes différentes. Voilà, Sankara était à son époque. Sankara sera éternel. Ibrahim Traoré à son époque. Mais je ne crois pas qu'Ibrahim va faire des efforts. Il fait des efforts, mais il ne peut pas être égalé à Sankara. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas possible. Vous ne voyez pas en lui la prouve de Sankara. Vous ne voyez pas en lui ce désir-là de faire respecter son pays. D'ailleurs, moi, je dirais même qu'il est plus que Sankara, puisque M. Ibrahim Traoré a chassé les Français et aujourd'hui, il n'est pas seul dans ce combat puisqu'il est maintenant dans l'AES. Est-ce qu'on ne peut même pas dire qu'il est plus que Sankara? Justement, il est de cette nouvelle époque où on a les réseaux sociaux, où on ne peut plus tromper le monde entier et où les VDP se battent pour le pays et nous pouvons voir les vidéos. Je pense qu'on peut dire qu'il est même plus que Sankara. Vous ne pensez pas? Alors, modestement, parce que Sankara n'était pas un discours. Sankara a pris un nombre de discours, de décisions douloureuses. Sankara n'avait pas mêlé à ce que mêlait sa famille. Voilà, la gestion du pays. Ça, c'est une différence. Deuxième différence, quand Sankara dit quelque chose, il fait, et quand il fait, il dit. Ça, c'est de 2. De 3, Sankara n'a pas aimé les Français. Même s'il a été trahi par son meilleur ami, Sankara était quelqu'un qui avait la capacité de galvaniser. Sankara pouvait même taquiner quelqu'un, le doser, le surprendre sans être belliqueux.
Ça, il faut reconnaître ses caractères. Sankara. Oui, vous dites que quand Sankara dit, il fait. Vous pensez Oui. que quand Ibrahim dit, il ne fait pas? C'est pas tout ce qu'il dit qu'il peut faire dans ce contexte-là. J'ai dit, moi, Il peut faire. Non, non, bah, mêler la gestion du pays même à la famille. La famille, les relations familiales et claniques n'arrangent pas. Même quand on veut bien faire, même quand j'arrive au pouvoir, je vais bien faire. Non, mais vous lui faites un mauvais procès, M. Yves Bambara. On peut avoir sa famille autour de soi si on fait un bon boulot et que la famille n'est pas en train de piller nos biens. Ce sont des Burkinabés. Ils ont le droit de servir leur pays. Les Burkinabés, il y a 22 millions de Burkinabés et sur les 22 millions, oui. il y a plus de 3 millions d'intellectuels. Vous n'allez pas me dire que moi, j'arrive au pouvoir, je mets toute la famille Bambara au pouvoir, et puis je crois fermement que c'est la famille Bambara qui est honnête, qui est sérieuse. En dehors de Bambara, il n'y a pas d'autres personnes au Burkina. Il faut réfléchir. Bon, nous ne pensons pas que le président Ibrahim Traoré soit à ce niveau. Ça, c'est une vision de loin. Une vision, c'est loin. C'est ça que je dis. Celui qui vit les réalités du pays et celui qui regarde par la fenêtre n'a pas la même façon de voir, de s'imprégner des réalités. Ceux qui sont à l'intérieur aujourd'hui, voilà ce qu'ils disent haut et bas, ce que je suis en train de relater. Et quand vous voyez qu'il y a les problèmes de là, le problème de justice, la justice, combien de fois les hommes en noir décident donnent des décisions judiciaires et puis l'État se mêle. Ça, ce sont des erreurs. Il faut laisser, quand on parle d'un État, on veut construire un État d'avenir, un État de droit. Il faut permettre aux citoyens, à chaque citoyen, de faire prévaloir ses droits. Mais attendez, il n'a pas nommé sa famille dans tous les postes. Il y a d'autres Burkinabés qui sont là-bas qui ne sont pas de sa famille. On ne peut pas lui faire le procès parce qu'il s'est fait entourer de sa famille, parce qu'il a plus confiance en sa famille. C'est tout à fait normal. Vous êtes en train de comparer à Sankara. C'est ça que je dis, c'est que Thomas Sankara n'a pas fait. Puisque moi, j'ai vécu Sankara. Sankara n'a pas fait. Oui, mais justement, merci, M. Bambara. Voilà pourquoi Ibrahim Traoré s'entoure de sa famille. Parce qu'il a fait confiance à ses amis et ses amis l'ont tué. Non, ce n'était pas le cas. Je prends l'exemple. Thomas Sankara a accepté se suicider. Sinon, il lui suffisait qu'ils nous disent à l'époque d'arrêter Blaise Compaoré, on allait l'arrêter. Moi, je faisais partie des corps habillés à ce moment. On pouvait l'arrêter, Blaise n'était pas un demi-dieu. C'est lui, il a laissé, tout simplement parce qu'il ne voulait pas qu'on l'indexe d'avoir arrêté son meilleur ami. Bon, maintenant, pour revenir à Sankara, je dis que Sankara faisait des remaniements annuels. Ibrahim Traoré est arrivé. Vous avez comparé, si vous n'avez pas comparé à Thomas Sankara, j'allais dire qu'il est à son époque, il fait ce qu'il peut. Mais si on veut le comparer à Thomas Sankara, il faut que je démontre aussi ce que Sankara a fait que Ibrahim ne fait pas. Ou bien ce que Ibrahim a fait que Sankara n'a pas fait. Maintenant, si on ne compare pas les deux personnes, on y va sur cette réalité, là, on aura une autre option de vision et d'analyse et d'appréciation du temps et de l'individu. Donc, si on veut parler, on met Sankara dans son passé, avec son caractère, avec ses qualités, ses défauts aussi. Et puis, on met Ibrahim dans ses caractères, dans ses défauts et dans son temps. Si on comprend sur ce terme-là, là, en ce moment, on va parler du Burkina en tant qu'État. Et comment les Burkinabés ressentent. Qu'est-ce qu'ils voient? Moi, je parle de Burkinabés qui sont à l'extérieur. Leur vision, moi, je dis, celui qui veut, il n'a qu'à rentrer, passer un bout de temps, et puis s'imprégner des réalités du pays. Il ne suffit pas de rester à l'extérieur avec des réseaux sociaux pour dire non, Ibrahim n'est pas bon ou bien Ibrahim est bon. Il faut aller sur le terrain s'imprégner. Je l'ai fait parce que je suis rentré de façon douloureuse. Entre guillemets, j'ai oublié de mentionner ça. Je présente mes condoléances encore à toute la famille, à ma famille proche, à ma modeste famille, parce que j'ai perdu plus de 6 membres de ma famille, et dont mon père biologique. Voilà, mon géniteur que j'ai eu. C'est la raison pour laquelle j'ai été contraint d'aller précipitamment. Et maintenant, quand je suis arrivé, après les obsèques, je me suis imprégné un peu des réalités du pays. Nous avons un problème, il y a un problème de communication, il y a beaucoup de problèmes, énormément de problèmes. Maintenant, il y a des crédits accordés à Ibrahim Traoré sur le plan sécuritaire. On est d'accord qu'il y a des problèmes, M. Bambara, mais il est au pouvoir, ça fait seulement 2 ans. Même pas 2 ans, en fait. Ça fera seulement 2 ans en septembre. Vous ne pensez pas qu'il a eu des avancées par rapport au terrorisme, par rapport à la faim? On était à l'autosuffisance alimentaire. Les Burkinabés avaient de l'État et on exportait au Niger et au Mali actuel. En 1 an et demi.
De 1984, à partir de fin 84, on avait commencé à exporter des céréales à travers l'OFNACER, Office national des céréales du Burkina Faso à l'époque. On envoyait des céréales au Niger et au Mali gratuitement pour les soutenir. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas comparer les deux personnes. On peut accepter comme ça. Chacun a joué son rôle. Je ne compare pas Sankara, je ne peux pas comparer Sankara. Sankara, sa femme s'est cachée. Alors, entre parenthèses, par coïncidence, mon père était un des chauffeurs de Thomas, la femme de Sankara. Sa femme est allée faire passer un concours pour être la directrice de l'Institut d'informatique de l'Université de Ouagadougou à l'époque. Ça, c'était en 85. Elle s'est cachée, elle allait faire le test. Elle a passé le test avec beaucoup de Burkinabés. Elle a eu le test. Quand Sankara a découvert, Sankara a dit non, si tu acceptes ce poste, on va dire que c'est parce que ça cause la position de ton mari, en tant que président, que tu as été admis. Donc, elle a refusé d'aller. Mais aujourd'hui, c'est ça que je dis de ne pas comparer. C'est des exemples que je donne. Et je dis que 2 ans, Ibrahim Traoré, je n'ai pas dit de faire un remaniement chaque mois ou chaque année, mais au moins dans le contexte actuel, il doit avoir confiance à beaucoup de Burkinabés. Il doit être en mesure de repêcher les compétences à tous les niveaux pour les essayer voir. C'est parce que quand vous mettez vos parents dans des postes vraiment, stratégiques, le parent, vous pouvez avoir un caractère, vous avez une volonté, vous voulez faire telle chose. Mais si vous avez mis votre frère là-bas et qu'il déraille, vous n'aurez jamais le courage de l'attraper. Moi, je ne vais pas donner le feu vert d'attraper mon propre frère ou bien mon parent pour aller l'enfermer ou bien les sanctionner. Comme ça, c'est difficile. C'est pourquoi on dit souvent, si on est chef d'entreprise, pour que l'entreprise règne normalement et évolue correctement, il faut souvent distancer la famille de la gestion de cette entreprise. Peut-être choisir certains membres, ne serait-ce que certains, pour les mettre dedans. D'accord. Oui, d'accord, merci. En tout cas, moi, personnellement, je n'ai aucun complexe de voir des gens avec leur famille, même aux États-Unis. Mais il faut que la famille soit honnête et que les gens gèrent bien le pays. Et c'est ça le grand problème. En fait, quand on met la famille et que la famille dilapide l'argent de l'État, ça, c'est un problème. Mais si on a une famille qui est honnête, qui veut nous aider et en qui on a confiance, je pense qu'on peut accorder cela au président Ibrahim Traoré. Ça, c'est impossible d'avoir en Afrique. En Afrique, je dis, le problème de l'Afrique, c'est que l'Afrique a une crise de morale. Je dis bien, je répète, écoutez bien, l'Afrique a une crise morale. Pourquoi je dis? Parce que nous avons quitté nos valeurs réelles, authentiques, c'est-à-dire traditionnelles, où il y avait la vertu et la morale, la pratique de la vertu et la morale, à une Afrique où maintenant c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. On cherche chacun pour amasser le maximum, mettre de côté, après de mettre de côté. Donc, ce serait difficile de vouloir mêler la famille. Même si j'ai un caractère, mon frère ne va jamais aimer faire ce que je veux, ou bien être comme moi. Voilà, ce serait difficile. Pourquoi je dis, on dit mieux vous prévenir que guérir. Il faut distancer un peu. Mais des gens neutres à qui on peut demander des comptes, ou bien les taper quand il le faut. Les corriger quand il le faut. D'accord. À l'ère d'un changement vraiment radical, quand on a, je vais dire même que c'est un changement vraiment qui va causer énormément de... Et puis, n'oubliez pas, quand vous arrivez dans un contexte d'état d'exception, vous avez pris où des jeunes officiers se sont levés courageusement prendre le pouvoir. Mais quand ils nomment leurs parents, mais les autres officiers qui sont dans l'armée vont vouloir faire la même chose, vont dire en bon, même si eux, ils ne veulent pas, leurs parents vont le dire, vous voyez, c'est le petit là que vous avez laissé, il est venu prendre le pouvoir et il règne sur vous, malgré vos galons élevés. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura manque de cohésion dans les forces. On a vu même, Ibrahim peut ramasser même toutes les armes russes et américaines à les mettre au Burkina. S'il n'y a pas une cohésion au sein des forces, ce serait difficile de gagner une guerre contre des gens qui nous surprennent, des gens qui sont sans répit, des gens qui n'ont pas c'est-à-dire qui n'ont même pas d'état d'âme. Ça, je vais revenir là-dessus. D'accord. Merci. Alors, on continue dans le débat. Tout à l'heure, je donnerai la possibilité à M. Adjei de vous poser quelques questions. Le Burkina Faso en 2023, on nous parle d'une croissance de 0,7%, soit 25,6% de taux. Alors, est-ce que Monsieur le Président Ibrahim Traoré n'est pas à féliciter parce que nous voyons les avancées, on voit les projets d'agriculture, on voit les projets économiques qui sont en cours. Et d'ailleurs, c'est pour cela que
vos compatriotes lui ont donné 5 années de plus, n'est-ce pas, Monsieur Yves Bambara? Les compatriotes lui ont donné 5 ans. Je ne crois pas oui. que ça sert de façon, c'est que, comme vous le dites, hein, je n'ai pas suivi le congrès qui a donné ces 5 ans-là. Mais c'est que les sages, les Burkinabés avaient donné 3 ans pour essayer. Vous avez écouté les professeurs comme Laurent Bado. Il a dit que non, on devrait permettre au moins de donner 2 ans. 2 ans même d'abord. Essayez de voir, parce que quand vous donnez à quelqu'un qui a une bonne volonté, un long comme ça, il sait qu'il va rester là-bas 5 ans. Même s'il a une bonne volonté, encore une fois, ceux qui l'accompagnent là, ils vont dire, ah, nous sommes là pour 5 ans. C'est comme un mandat présidentiel. Alors, on va faire ce qu'on veut. On a 5 ans, et peut-être qu'on sera élu, on va rester éternellement au pouvoir. Et quand des gens mettent dans leur tête là, dans leur mental qu'ils seront au pouvoir éternellement, vous croyez qu'ils seront toujours parfaits encore? Non, ils vont. Oui, mais on a vu aussi des micro-trottoirs où les populations ont dit même que beaucoup disaient qu'ils auraient même aimé qu'il ait 10 ans. Il y en a qui auraient aimé qu'on lui donne 10 ans au lieu de 5 ans. Donc, je pense que peut-être vous n'êtes pas d'avis avec eux, mais beaucoup de Burkinabés auraient aimé qu'il fasse 10 ans. Non, ce que vous dites, les sondages ou les micro-trottoirs, si ça a été réalisé dans les conditions de liberté totale, là, moi, je le dirais, oui. Mais quand on permet, oui, ça, ce sont les erreurs. Il faut permettre réellement aux Burkinabés de s'exprimer, les laisser librement de donner leur état d'âme. C'est-à-dire, il faut lire là, il faut permettre aux Burkinabés de vous faire découvrir leurs sentiments réels. Si on offre le cas de droit, la liberté, et on permet à d'autres personnes de parler, mais vous aurez des gens qui vont vous faire la maman uniquement vous apprécier des appréciations, même si c'est bon que c'est pas bon. Et ça ne reflète pas les réalités, souvent. Et ça ne vous arrange même pas à conduire les destins de ce peuple. Il faut permettre aux gens, les langues là, d'être libres, des gens de s'exprimer, les gens de vous laisser refléter leurs sentiments intérieurs. Comme ça, vous allez vous imprimer, voir ce qui est fait, ce qui est bien, ce qui doit être corrigé, ce qui doit avancer. Mais si vous ne permettez pas cela, et puis quand on prend les gens, on les met comme dans une bouteille et puis on ferme. Vous croyez que les gens auront la liberté encore? Ils sont obligés d'accompagner. C'est le danger même que je guette. Est-ce que cela va permettre même à vous d'atteindre vos objectifs? On a bien avoir des choses à dire. On a bien une bonne volonté de conduire bien les choses, les destins de ce peuple. Alors, si on ne permet pas aux gens de se défouler, de vous faire découvrir leurs sentiments réels, mais ce serait difficile. Vous allez avoir des gens qui vont vous apprécier pour vous berner, peut-être, vous apprécier comme des griots, et ça n'arrange pas. Il faut permettre aux esprits de s'exprimer, voilà, de parler, de communiquer. Lisez le cœur du peuple. Un peuple, on lit l'esprit et le cœur du peuple réellement. Sankara disait que c'est besoin de gérer la joie des Burkinabés. C'est difficile de gérer la joie. Voilà. Même peuple, quand on ne veut pas permettre à ce peuple-là de se défouler, quand on ne se défoule pas, alors, vous parlez de taux de croissance. Au temps de Blaise Compaoré, on avait dit la croissance était de 7 à 1%. Aguilly se rappelle très bien. Quand je disais qu'on peut parler de taux de croissance d'un pays, les taux de croissance, ça ne reflète pas le taux de croissance. En Côte d'Ivoire, combien de croissance on donne chaque année? Mais allez-y voir sur le plan social, c'est mi-réserve. Ça ne va pas. Donc le taux de croissance, tout ça, moi je vois ce qui arrive au pays. Je souhaite que vraiment d'ici 2 ans, que les projets, que la peur fasse place à la joie, à la réalité, et que surtout qu'il y ait un progrès qui puisse permettre aux Burkinabés, à la majorité des Burkinabés d'être au moins heureuses. Pas tout le monde, on ne peut pas plaire à tout le monde. Mais au moins que la majorité soit heureuse et qu'on n'obstruque pas la liberté des individus et qu'on permette de faire une forte lecture de la réalité du pays. D'accord. Alors, si je comprends bien, est-ce que vous pensez donc qu'il n'y a pas encore de liberté d'expression? J'ai l'impression que vous nous présentez un président Ibrahim Traoré, dictateur déjà au début de son règne, qui ne permet pas aux Burkinabés de s'exprimer, un président qui est déjà dans la manipulation des chiffres. On nous fait croire des chiffres, mais pourtant c'est pas lui qui a posté ces chiffres-là. Ce sont les organisations internationales. J'ai l'impression que vous avez très peu de foi dans ce que le président Ibrahim Traoré peut faire pour le Burkina.
Oui, non, il faut avoir la volonté. Je suis en train de dire que les mêmes organisations, quand elles parlent, elles critiquent les états de droit, de violation des droits, des états de droit. Mais c'est le même, ce sont les partisans du même président de la transition qui s'élèvent, qui s'exilent, qui s'en vont à l'ambassade, devant les ambassades des États-Unis. Et ils sont même partis devant les Nations Unies maintenant pour se plaindre. Pourquoi est-ce que quand ces organisations donnent des chiffres sur le taux de croissance, on ne peut pas accepter qu'ils parlent des chiffres, des critiques sur l'état d'évolution de l'état de droit là-bas. Souvent, peut-être qu'il peut y avoir des exagérations. Je ne dis pas forcément que c'est qu'elles disent, que ce soit du côté du pouvoir ou même contre le pouvoir, je dis qu'il faut prendre les choses avec les réalités, la lecture du terrain. Et j'ai toujours dit les histoires de quoi, et le taux de croissance là, moi je regarde le taux de croissance de la joie du peuple. C'est ça qui est le plus primordial pour chaque, en tout cas pour chaque Burkinabé. Le reste, on peut dire tout sur lui, la négation ou bien l'embellir. Bon, ce n'est pas ça qui reflète, qui peut remplir les paniers de la ménagère du Burkinabé. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous pensez du retrait de votre pays de la CEDEAO et puis de la démarche de M. Diomaye Faye qui est allé rencontrer les présidents de l'AES? Donc, attendez, je combine ma question. Qu'est-ce que vous pensez de la CEDEAO? Votre président est sorti, votre appartenance à l'AES et puis M. Diomaye Faye qui fait le tour pour essayer de convaincre. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? Est-ce que votre pays doit revenir dans la CEDEAO? Le président Diomaye Faye, qui est panafricaniste, est appréciable, louable. C'est un jeune qui est très intelligent. La création de l'AES est louable. Il fallait la maintenir, créer, solliciter et même améliorer la création de l'Alliance des États d'Israël, mais dans le contexte sécuritaire, comme il y avait les G5 Sahel du Burkina, qui était une copie conforme de quoi imposée par la France. L'AES peut gagner la guerre et la victoire sur l'insécurité en état réellement uni. Mais la sortie de la CEDEAO est une erreur très sérieuse. Je ne dirais pas grave, c'est excessivement sérieux. Parce que, regarde, on parle de regroupement, de mondialisation, de globalisation. Aucun pays africain ne peut se développer, ne peut s'orienter, ne peut évoluer seul. Vous et moi, nous sommes en train de communiquer aujourd'hui, c'est parce qu'on est en contact, parce qu'il y a un lien qui nous lie. Si on avait rompu, à supposer que j'avais rompu, si je supportais l'AES, je n'allais même pas être en train de débattre ce soir avec vous. Combien pour vous dire l'importance d'un regroupement? Maintenant, il fallait rester dans la CEDEAO et exiger, imposer un certain nombre de réformes. Imposer un certain nombre de réformes, à savoir imposer des quotas de nomination, d'implication de chaque État membre et de prise de décision au niveau de chaque État membre. Il ne faut pas se laisser venir par la crise des coups d'État et puis prendre des décisions précipitées. La Côte d'Ivoire, le Burkina, c'est comme deux pays jumelés, deux pays frères. Je peux dire même sœurs, frères et sœurs. Vous ne pouvez pas parler de Côte d'Ivoire sans parler du Burkina, ni parler du Burkina sans la Côte d'Ivoire. Je peux même dire que le Burkina peut se passer du Niger et du Mali, mais pas de la Côte d'Ivoire ni du Ghana. C'est difficilement faisable. Maintenant, si l'AES est venue dans le Conseil de sécurité, c'est très louable, prendre les bonnes décisions. Parce que les ennemis viennent par le Mali, le nord du Mali, ils transitent par les États du Maghreb. Ceux qui nous attaquent viennent du Maghreb, parce qu'ils sont supportés par les États arabes. Les gens disent que ce sont les Français. Les Français ont d'autres contextes. Maintenant, je vais revenir à ça pour ne pas parler de l'insécurité, mais la CEDEAO, c'est un regroupement sous-régional. Et le regroupement, l'Afrique a été scindée en plusieurs régions, dont l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud et l'Afrique du Sud. Vous enlevez l'Afrique de l'Ouest en difficulté de regroupement. Les autres pays, en Afrique du Sud et de l'Est, quand il y a eu des problèmes d'insécurité, les djihadistes ont envahi, les terroristes ont envahi le nord du Mozambique en 2017, les États se sont regroupés très savamment et modestement et intelligemment. Ils ont neutralisé rapidement et nettoyé le nord du Mozambique. Ça a permis du coup à la sous-région de souffler et aussi de rendre difficile l'évolution des Tchébab en Somalie. Mais en Afrique de l'Ouest, on est toujours divisé, chacun pour soi.
Oui, mais est-ce que vous ne pensez pas que leur départ est légitime puisqu'ils se sont sentis violés? On a fermé des frontières sur eux. On leur a interdit l'accès des ports. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que c'est légitime? Si je suis dans une organisation et que cette organisation se pose en juge international et me ferme les frontières, je suis libre de partir de cette organisation. Vous ne pensez pas que c'est ce qui s'est passé? Non, je ne vois pas les choses de cette façon, c'est ça. Nous avons tous payé la CEDEAO a été créée en 1975 avec des conventions, des réformes dont tous les pays membres ont adhéré, même si ce n'était pas Ibrahim Traoré, Assimi Goïta ou Tchami qui avaient été à l'œuvre ou bien les artisans de ces réformes-là. Les États sont signataires. Les États ont pris un certain nombre de décisions. Quand au Niger, Mamadou Tchanga avait fait son coup d'État en 2010, la CEDEAO avait suspendu le Niger. Quand au Burkina, il n'y a pas eu de coup d'État depuis l'assassinat de Thomas Sankara, mais dans les autres pays, que ce soit en Sierra Leone, au Libéria, en Guinée-Bissau, il y a eu des coups d'État, il y a eu des prises de mesures. Ce n'est pas seulement en Guinée, au Mali, au Burkina, au Niger, non. Ce sont les décisions qui ont été adoptées, votées, proposées par chaque État membre. Les 16 qui sont devenus 16 États membres. Donc vous ne pouvez pas venir, parce que vous avez fait des coups d'État, on vous a posé des sanctions. Il faut négocier. Et puis les différents régimes passés, que Mamadou Tchanga ou quoi, ils ont négocié comme ça. Les améliorations. Mais entre nous, M. Yves Bambara, vous pensez vraiment que c'est normal que des anciens poutistes viennent imposer des sanctions à de nouveaux poutistes? Vous pensez que c'est juste? Bon, je ne sais pas combien d'États membres ont été d'abord qui sont arrivés au pouvoir par le coup d'État. Quand vous dites Pouchi, je ne sais pas, il y a eu combien d'États? Au Togo, il n'y a pas eu de coup d'État en tant que tel. C'est Faure Yadema qui a succédé à son père. Il a hérité. Bon, en Côte d'Ivoire... Non, nous savons que le maître de file de cette CEDEAO à cette époque, c'est M. Ouattara. Et tout le monde sait que M. Ouattara est venu au pouvoir par la rébellion. Est-ce qu'il était bien placé pour imposer des sanctions? Non. Ben, on ne peut pas rentrer dans le débat ivoirien pour colorer toute la CEDEAO. On fera une forte manœuvre et une forte appréciation. La CEDEAO est une organisation qui a été créée en 1975. Je ne crois même pas que Ouattara était président. Et même les réformes qui ont été prises, Ouattara n'avait même pas la responsabilité. Parce que c'était Laurent Gbagbo. C'était sous le président Laurent Gbagbo que les décisions de réforme ont été prises. Les différents comités de la CEDEAO ont élaboré beaucoup de réformes qui n'étaient pas pendant Ouattara. Maintenant, on peut dire que Ouattara au pouvoir, peut-être qu'il a une influence imposée possible, mais ce n'est pas lui seul qui fait partie de la CEDEAO et le Nigeria. L'autre là, Tinubu. Tinubu est venu au pouvoir il n'y a même pas longtemps. Il n'était pas là quand la CEDEAO prenait ces réformes-là. Alors, si je vous comprends bien, vous auriez aimé que les gens sanctionnent votre pays pour le coup d'État? Si je voulais que les gens sanctionnent. Est-ce que ça vous aurait plu que la CEDEAO sanctionne votre pays? Non, il ne peut pas impose... le contexte du Burkina. Non, le contexte du Burkina, du Mali. À l'époque, ça dépend des contextes dans lesquels les pays ont évolué dans le coup d'État. Il ne faut pas qu'on essaye de généraliser. On ne peut pas prendre le panier et puis dire qu'on doit faire ça différemment. Non. Il y a eu les États membres ont signé un certain nombre de décisions de réforme. Maintenant, quand on veut lire les textes, on ne peut pas lire les textes et épargner tel pays, épargner tel autre, ou bien sanctionner, imposer, ce serait de l'injustice organisationnelle. C'est ça que je dis, c'est le contexte de l'Afrique de l'Est. Les djihadistes, quand il y a une décision, l'Afrique du Sud se lève, il propose alors d'aller soutenir le Mozambique. Les pays, tous les États membres se sont unis, se sont mobilisés. Quand il y a eu la guerre civile au Nigeria, c'est la CEDEAO qui s'est levée pour manœuvrer. À l'époque, c'était Blaise Compaoré. Tout le monde savait que Blaise était avec Charles Taylor, qui manœuvrait derrière la rébellion. La CEDEAO a été utile, oui ou non? Elle a permis au Libéria de revenir, de passer par les élections. Aujourd'hui, le Libéria a retrouvé son tour. Il ne faut pas voir la CEDEAO seulement comme, je vais dire, le noir, le diabolesque, je ne sais pas, mais il faut refaire. C'est ça que je dis, la décision a été précipitée. Il fallait faire des démarches, calmement, faire des démarches au niveau de la CEDEAO, imposer des conditions de leur retour, et puis maintenant demander à imposer même des réformes, proposer une feuille de route de réforme de la CEDEAO. C'est ce qui se fait, parce que vous et moi, quand on parle de CEDEAO, s'il n'y a plus de CEDEAO, donc vous et moi, on n'a plus de communication.
Parce que vous êtes de la CEDEAO, je ne suis pas de la CEDEAO. Vous voyez les désagréments que vous causez au niveau des populations même d'abord. Parce que la CEDEAO, il y a la libre circulation des personnes et des biens. Alors, si la mesure est en vigueur, vous voyez comment vous allez pénaliser même les États qui sont enclavés du Sahel. Aucun pays n'a une sécurité maritime. Comment vous voulez? On va transporter tous nos biens, nos marchandises par les avions. Regardez l'impact que ça va causer sur les populations. Non, mais ça, il ne faut pas le reprocher. Justement, M. Yves Bambara, vous faites un procès au Burkina, mais ça, il faut le reprocher au pays, surtout à la Côte d'Ivoire. Vous ne voulez pas qu'on mêle la Côte d'Ivoire à cette histoire, mais la Côte d'Ivoire est mouillée dedans jusqu'au cou. Il faut plutôt mêler la Côte d'Ivoire qui a décidé, justement, de fermer ses frontières, empêchant ainsi les convois qui viennent au port, qui viennent du port d'Abidjan, de traverser. Donc, ça, il ne faut pas l'ignorer. Non, la Côte d'Ivoire, je ne dis pas qu'on a imposé des sanctions au Burkina. C'est au Mali et au Niger que cela s'est passé. J'ai dit que si on commence à mettre en œuvre la mesure d'exclusion ou bien de dissolution, de résignation, de démission au sein des États membres de la CEDEAO, si le Burkina et le Mali et le Niger ne sont plus membres et la mesure rentre en effet, ça veut dire qu'il n'y aura plus de personnes, de libre circulation des personnes et des biens. Ils vont circuler, mais à des coûts exorbitants. La population déjà qui souffre de ces réformes-là, la population qui a souffert des crises humanitaires et sécuritaires depuis 10 ans que vous avez mentionné, cette population aura du mal à évoluer et va accepter difficilement le pouvoir en place. Donc, il faut aller doucement. Voilà. D'accord. Nous avons des problèmes avec la France. On règle ça. On a des conventions. Quoi à régler avec la France? On résilie les contrats. Les contrats coloniaux, je suis d'accord. J'ai apprécié Traoré pour ça. Maintenant, pour ce qui concerne la CEDEAO, allons doucement. Il ne faut pas aller avec l'épidermique, je vais dire. Il faut poser la balle à terre, aller progressivement. Il fallait chercher même des gens, des spécialistes. Nous-mêmes, nous pouvons nous présenter comme volontaires, aller faire des démarches au sein de la CEDEAO pour imposer des réformes. Il ne faut pas vous lever avec un cœur ou bien avec l'état d'esprit parce qu'on a pénalisé tel président, on a suspendu le Niger par solidarité de coup d'État, de Fouchi. On va dire non, bon, on va aller ensemble et puis on va quitter. C'est comme si on est en train d'engager un tournoi de football. Alors on se lève, la commission du match impose un certain nombre de règlements ou bien l'application de la FIFA. On se lève, on dit non, on est pénalisé. On se lève, on jette le ballon, on prend le ballon, on lapide l'arbitre de son corps. D'accord. D'accord. En tout cas, vous pensez, donc vous, d'accord. Alors, je voudrais voir si mes collaborateurs sont là. Nos frères Jacques Roger, M. Adjeyi et M. Kwasi Dungan, s'ils ont des questions pour vous. Voilà. Bon, M. Adjeyi, bonsoir. Bonsoir, Sister Sarah, et bonsoir, Yves. Voilà. Alors, vous avez entendu un débat très animé entre Yves et moi. Apparemment, il n'est pas trop appréciatif du président Ibrahim. Mais bon, voilà. Vous avez des questions pour lui? Oui, bien sûr, bien sûr. Allez-y pour vos questions. Alors, Yves, bonsoir et bonne arrivée. Bonsoir, merci. D'abord, mes condoléances pour le décès du vieux. Merci. Alors, la première question que j'ai pour vous. Ibrahim Traoré a chassé la France et s'est aligné à la Russie. Quelle est votre appréciation? Est-ce que la démarche est bonne? Quelle est votre appréciation de cette situation? Bon, merci Agui. Moi, j'aurais préféré même qu'on laisse la France, on résilie les contrats, on change les données et on la laisse avec une porte ouverte. Elle vient et puis on impose les conditions. On se fait comme une jeune fille très belle qui maintenant a des valeurs et qui fait le malin, qui va choisir ses partenaires, qui doit choisir finalement son partenaire. Donc, il va accepter tous les invités. Les gens qui vont venir nous faire la cour, nous rendre visite, elle va regarder tout le monde et elle regarde le gabarit, les propositions de chacun avant d'accepter son partenaire final. Ok. Alors, mais quand vous voyez aujourd'hui sur le plan militaire,
l'équipement que le Burkina a acquis, est-ce que vous pensez qu'avec la France, on pourrait avoir ce même équipement? Et avec la France, c'est possible. Ce n'est pas avec les Français. Je dis on doit multiplier. J'écoutais un des officiels du Tchad qui disait, lors du passage du ministre des Affaires étrangères de la Russie, de la Fédération de Russie, que le journaliste a posé la question à savoir que la France n'est pas acceptée parce que les Occidentaux disent que si tu es avec nous ou bien tu n'es pas avec nous. Il dit que le Tchad est un État souverain. Et il est libre de collaborer et de choisir ses partenaires. Ni la Russie, ni la France, ni personne d'autre ne pourra l'imposer ce soir. Donc, je veux que nous soyons souverains. On ne peut pas être souverain, arracher notre souveraineté avec un État pour aller se coller à un autre facilement. Il faut imposer des conditions. Oui, mais Yves, vous avez été avec la France, comme tous les pays francophones, depuis 1960. Ça n'a rien donné. Et vous pensez que aller avec la Russie, c'est plus mauvais. Et puis, vous croyez vraiment que si M. Ibrahim Traoré laissait les Français dans ses environs, il serait encore vivant? Non, il sera vivant. Vous savez, les Français ne sont pas des demi-dieux. On est trop portés. Les Français ont atteint Sankara parce qu'il y a eu quelqu'un qui était envieux du pouvoir, en l'occurrence Blaise Compaoré. Vous avez vu ce qu'il a fait après l'assassinat de Sankara? Il a déchiré l'Afrique de l'Ouest. Donc, il ne faut pas attiser, il ne faut pas qu'on remette tout sur la France. Nous avons chacun de nous des caractères. Si nous avons ces caractères-là, un caractère propre, un caractère patriotique, un caractère réel, là, ce n'est pas quelqu'un qui va venir nous malmener. Combien? J'ai toujours la question de poser, j'ai toujours l'habitude de poser cette question aux Africains. Même les Noirs. J'ai toujours demandé combien de Noirs ont réussi à dire à un blanc d'éliminer un autre blanc dans ce monde-là? Il y en a eu combien? Pourquoi est-ce que ce sont les autres toujours qui viennent nous dire ce qu'il faut faire et qu'on a fait? Sommes-nous pas aussi des humains ou bien des gens matures, mûrs, intelligents? Donc, il y a quelquefois, il y a des éléments entre nous. Les mauvaises graines la poussent dans notre corps d'abord. Si on désinfecte correctement le corps, on peut aller. Je ne dis pas que la relation avec la Russie, non. La relation avec la Russie, elle est bonne. Je dis de décentraliser, c'est-à-dire de multiplier, de rendre ça très riche et d'imposer des conditions à tout le monde. Pas seulement ni à la France, ni à la Russie, ni aux États-Unis. Tous les pays viennent, on les accepte et on utilise les conditions de chacun. Maintenant, sur le plan sécuritaire, je dis s'il n'y a pas un relais, s'il n'y a pas un valet local là, dans le pays, il n'y aura rien, je vous dis. Et savoir, il suffit seulement d'avoir vraiment une chose là, de savoir comment se faire aimer. On ne peut pas se faire aimer par tout le monde, mais se faire accepter par la majorité. Et puis ça passe. Il faut avoir un maniement. Il faut un maniement du peuple. Il faut savoir comment gérer le peuple, rendre le peuple heureux. C'est tout. C'est tout ce qu'il nous faut. Aujourd'hui, le Burkina est dans un contexte où nous avons besoin de sécurité. Ça y est, ce côté est en train d'améliorer. Et je ne suis pas d'accord sur le fait qu'on doit penser que c'est seulement par le militaire, par les armes qu'on va gagner la guerre sur l'insécurité. Je vous dis que le problème de l'insécurité est un problème religieux. Les gens disent que non, que c'est la fin. Non. Écoutez, c'est un problème religieux et c'est un problème mondial. Sûrement, les djihadistes qui veulent imposer une autre forme de croyance aux gens. D'abord, moi je dis, il y a l'islam classique. Il y a des gens qui avaient leur foi. Il y avait vraiment qui ont toujours cette foi-là, qui veulent prévaloir leur foi, qui cherchent Dieu réellement. Et il y a des gens qui veulent imposer une certaine forme de pensée. Ils ne veulent même plus voir l'islam, la religion islamique qui préfère la promotion de la laïcité, de l'amour du prochain, de vivre ensemble. Ils veulent seulement que les gens regardent dans leur direction. Et imposer la charia. Quels sont les pays qui pratiquent la charia? Et qu'est-ce que c'est que la charia? Pourquoi imposer la charia dans un monde du XXIe siècle? Pourquoi cela? Qu'est-ce qu'ils gagnent? Qu'est-ce qu'ils recherchent derrière tout ça? D'accord. Pourquoi on veut dans le moderne et appliquer les lois archaïques? D'accord. Permettez à M. Adjaï de poser sa question suivante. La question suivante, Yves. Alors, le Burkina, le Mali et le Niger ont décidé de sortir de la CEDEAO.
vous dites que vous n'êtes pas d'accord. Mais tout récemment, la CEDEAO, pilotée par Ouattara, a voulu faire la guerre au Niger pour pouvoir remettre Bazoum au pouvoir. Yves, est-ce que vous pensez que c'était une bonne démarche? Non, je ne veux même pas entendre le bruit de botte entre un pays africain, même un peuple africain, deux peuples africains. Ce n'est même pas souhaitable, ce n'est même pas intéressant. Il y a des démarches. Quand Tanka avait fait le coup d'État en 2010, je reviens encore, ils n'ont pas pris des décisions lourdes comme ils ont sanctionné le Niger, suspendu le Niger, mais on n'a pas parlé de plus. Je pense que cette fois-ci, la CEDEAO a été allée loin, pas très fort. Voilà, c'était pas bien. C'est pas bien de vouloir. Je ne supporte pas le bruit de botte entre les pays africains. Sankara disait, je paraphrase Sankara qui disait, les bourgans et les Koudela qu'on paye là. Vous avez parlé de l'armement du Burkina. C'est l'armement là qui va permettre au Burkina de rayonner, les Burkinabés de vivre bien. Non, on a besoin d'une stratégie pour aller à la sécurisation du pays. La stratégie c'est quoi? C'est le retour à la cohésion sociale, la confiance entre Burkinabés. On peut payer toutes les armes des États-Unis, de la Russie envoyées au Burkina. Mais les djihadistes là, les terroristes là ne viennent plus d'ailleurs. Ils ont réussi à construire les nids au pays, au Burkina profond. Je prends l'exemple. Quand vous partez voir, vous savez qu'est-ce qu'ils font? Les djihadistes, ils restent, les États arabes restent à distance dans leur pays maintenant, à travers les réseaux sociaux, les WhatsApp, à travers les Internet, les emails. Ils envoient des fonds, ils font des transferts de fonds et ils créent des gens à l'intérieur des locaux. Des gens, des relais locaux, je veux dire, des relais locaux qui se servent de passer des messages très radicalisés. C'est ce que le gouvernement doit se pencher. Il faut construire un état de reconstruire l'état de quiétude. Mais c'est pas seulement prendre les armes, mais les gens, quand on paye, toutes les armes qu'on paye, on s'en va, on attaque, on s'en va pour sécuriser un village. Mais si se trouve que les populations autochtones sont complices, ou bien même sont les mêmes gens que l'État est en train de pourchasser, l'armée est en train de pourchasser, mais qu'est-ce qu'ils font? Ils déposent les armes, ils cachent les armes, et lorsque les militaires constatent que pendant une période donnée, 1 mois, 2 mois, il y a l'accalmie, il y a la confiance, ils désertent, ils quittent pour aller dans d'autres pays, ils ressortent encore avec les armes. Mais vous pensez que c'est militairement qu'on peut gagner cette guerre seulement? Non, il faut conjuguer le militaire au social et à la religion. Les gens disent que pour question de tabou, moi, et puis je reproche cela à beaucoup de frères, même musulmans, qui croient que non, il faut, quand on dit ça, la religion est tabou, il ne faut pas parler de la religion. Quand on parle, c'est comme si on a indexé les religions, qu'on n'aime pas l'islam ou on n'aime pas les musulmans. Non, c'est pas ça. Dans tous les pays, même les pays arabes, ils font cela. Ils ont fait de faire cela au Maroc, en Algérie, en Mauritanie, où ça, dans quel pays encore? En Syrie, Irak, partout en Afghanistan. Mais ils cherchent seulement, ils sont à la recherche des terrains propices. C'est comme des virus, quand ils gagnent ce terrain-là propice, ils s'installent. Et puis vous avez rien. Maintenant, peut-être comme je disais, les États occidentaux peuvent être complices, dire que, comme Blaise faisait avec certains djihadistes à l'époque au Burkina pour épargner le Burkina, ils disent non, épargnez-nous. Mais je dis le mal doit être résolu, pas seulement sur le plan militaire. Le militaire, c'est la première option urgente. Mais pour gagner cette guerre, il faut conjuguer avec le social et la religion. D'accord. Merci. Monsieur Adjei, ça va? Bon, ça va. Bon, j'ai une dernière question pour Yves. Oui, allez-y. C'est toujours par rapport à la France. Vous ne pensez pas que c'est la France qui pilote la CEDEAO pour que la CEDEAO prenne des mauvaises décisions envers les pays africains? Yves? Non, ce n'est même pas de doute. Ça, c'est un débat, ça c'est très ancien, pendant la crise post-électorale de Côte d'Ivoire. Nous avons vu comment l'ancien président français, Nicolas Sarkozy, avait fait le tour du monde des pays africains pour demander que chacun soit unanime, prendre la même décision. Oui, ça, c'est pas un débat à dire. Mais je vais dire que c'est pas pour cette raison-là. Si quelqu'un vient me convaincre, ou bien Gagui, vous et moi, quelqu'un veut rentrer entre nous,
un blanc, un français veut rentrer entre nous deux là, c'est nous qui devrons avoir la prise de conscience et nous asseoir pour le mettre à l'écart et conjuguer notre destin ensemble. C'est cela. C'est ça qui fait aussi la maturité, qui va démontrer la maturité des Africains. On va continuer à être les valeurs locaux des gens, qui n'ont aucune considération pour nous, ou bien encore être en train de déchirer parce que moi j'ai choisi de ne pas vous écouter et puis on se déchire et puis voilà. Ça lui fait quoi? Il applaudit, il va dire encore voilà, on n'a pas dit les nerfs, ils sont incapables de s'entendre. Voilà, et c'est la déchirure que moi je déplore toujours la déchirure entre Africains. Voilà. D'accord, donc il faut que la CEDEAO démontre qu'elle est assez responsable. Si elle veut que le Burkina, le Mali, le Niger adhèrent, il faut qu'elle nous démontre qu'elle est responsable, qu'elle n'est pas à la sorte de la France. Je paraphrase Jacques Roger, je vais me dire. Moi, j'aime Jacques Roger pour ses points de vue souvent, même si je ne suis pas d'accord. Il dit que vous ne pouvez pas vouloir un changement dans un pays et vous mettre à l'écart. Si les États de l'AES veulent une réforme, une évolution de la CEDEAO au profit de tous, il faut repartir dedans, conjuguer dedans, imposer les réformes. Vous ne pouvez pas être hors de la compétition, en dehors du stade, et puis vouloir que la commission du match là change les données, les règles du jeu. Ça ne peut pas marcher. Vous serez pénalisable. Je vous dis, c'est moi qui vous dis aujourd'hui, si les États du Sahel s'entêtent et se retirent de la CEDEAO, ça va causer un dommage irréparable énorme à ces États-là. Alors, Yves, alors, quand je vous écoute, la question que je veux vous poser, c'est est-ce que vous avez été menacé au Burkina? Par qui? Je veux savoir, quand vous êtes allé au Burkina, est-ce qu'on vous a menacé? Parce qu'on a l'impression que vous nous décrivez un Burkina sous dictature actuellement. Vous n'êtes pas d'accord avec le retrait du Burkina de la CEDEAO, etc., etc. Est-ce que quand vous êtes allé au Burkina, vous avez été menacé? Ou bien vous avez eu un séjour normal? Non, en fait, il y a un problème. Je dis que ceux qui se mêlent de la politique. Moi, aujourd'hui, j'ai oublié de vous mentionner que j'ai maintenant un autre statut. J'ai oublié de présenter ça. Moi, après le décès du vieux, j'ai été proposé par les chefs coutumiers, les sages de Ouagadougou du Burkina, de représenter le vieux et de reprendre le bonnet du vieux. Donc, actuellement, moi, mon opinion doit être. C'est pourquoi je ne suis plus dur là. Si vous voyez que je suis en train de balancer, d'équilibrer mes débats, c'est à cause de ça, parce que peut-être que ce serait une des rares fois comme ça que je suis en train de parler de débat politique public. Je vais parler de politique, mais d'intérêt plus, peut-être en privé. Mais je veux dire que quand je suis parti au pays, compte tenu d'abord du contexte de deuil, moi, je n'ai pas eu le temps de changer politique. Et puis, à la dernière minute, quand je suis revenu, on est parti aux obsèques publiques. Après l'enterrement, je suis revenu les voir. Ils m'ont dit de prendre la responsabilité. Je n'ai même pas eu le temps. J'ai été surpris par des vieux qui m'ont dit non, que c'est moi. Moi, j'avais voulu qu'ils donnent ça à un de nos cousins, qui s'appelle Adama, mais lui, il n'a pas été capable de les assurer le côté moral. Ils ont dit que non, c'est vous qui avez l'état moral. C'est vous qui pouvez assurer la relève même de notre culture. Moi, je n'ai pas trouvé d'infos. Je ne pouvais même pas le trouver. Donc, pour dire que je n'ai pas eu le temps de parler politique, bon, moi, j'ai regardé les choses, un observateur. Bon, je ne dis pas qu'on emprisonne les Burkinabés parce qu'ils parlent comme ça, mais ceux qui veulent s'exprimer publiquement. Moi, je n'ai pas été dans un média. Si j'avais été dans un média et accordé une interview, peut-être que ça n'allait pas plaire aux partisans de la transition ou bien aux opposants aussi de la transition. Donc, c'est pour cela que je n'ai pas parlé. Et je n'ai pas été inquiété, j'ai toujours des amis. J'ai des amis dans la transition comme dans le... Et d'ailleurs, les hommes politiques me disent que moi, je suis caméléon, parce qu'ils ne savent même plus ma position. Et je dis que voilà, si le plan sécuritaire, Ibrahim Traoré fait un effort... Oui, c'est justement pour cela que je vous pose la question, parce que on a vraiment l'impression que vous changez de couleur selon l'environnement où vous vous trouvez. Non, non, non. Moi, je dis que les réalités du terrain, ce sont les réalités des faits. Aujourd'hui, quand vous allez au Burkina, vous allez voir que sur le plan sécuritaire, il arrive à faire un effort. Mais l'effort là doit être conjugué par le social, et la reconstitution et la reconstruction du côté social, du côté humanitaire et des libertés. Ça fera de lui un bon président. Mais oui, mais justement, M. Yves Bambara, vous parlez du côté social. Nous avons vu les réformes que le président Ibrahim Traoré a opérées dans le domaine médical, du jamais vu, avec les baisses des coûts de traitement. Aujourd'hui, les Africains
passent par les frontières pour aller chez vous, pour aller se soigner. Quand on voit que la dialyse ne coûte pratiquement plus rien, alors qu'avant, c'était à 500 000 francs comme caution avant même qu'on vous touche. Bon, vous êtes en train de parler encore une fois. Moi, j'ai perdu 6 parents. Hier que l'année dernière, de juin à devait décéder le 4 mai. Donc, du début juin 2023 à 4 juin, j'essaie de ma poche combien ça m'a coûté. Donc, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais je vais vous dire que quand vous parlez de tout ça, les décisions sont prises, mais les réalités du terrain sont autre chose, mes chers amis. Quand vous partez là-bas, si vous n'avez pas suffisamment de moyens, ce n'est pas facile. Et les décisions sont prises, mais l'État, on prend des décisions, mais il faut qu'il y ait de l'effectivité ou bien la disponibilité des soins. Il ne suffit pas de prendre des décisions comme ça populistes pour faire plaisir aux gens ou bien écouter bien, faire de l'embellie, mais il y a les réalités du terrain qui sont là. Si vous n'avez pas les poches, le minimum de jetons dans votre poche, c'est difficile de vivre tout ça, toutes ces réalités. Moi, je ne vois pas cela, je ne regarde pas à distance. Je suis parti, je vous dis que j'ai été imprégné moi-même, impacté, je veux dire, impacté. Parce qu'il y a les parents qui demandent pour m'aider, voici ça ne va pas ici, ça ne va pas cela. C'est pas facile, hein. Je vous dis, il y a des choses, on ne peut pas rentrer en détail. Oui, mais attendez, Yves, je suis vraiment un peu désolé parce que j'ai l'impression que vous avez supporté une dictature pendant 27 ans. Vous n'avez jamais rien dit. Vous avez un jeune président qui prend le pouvoir en moins de 2 ans, qui met sur place des réformes, qui encourage les jeunes gens à aller commencer à faire des champs, qui veut faire du Burkina un pays autosuffisant sur le plan alimentaire, qui baisse les prix des soins médicaux. Je vous dis qu'on a des gens qui vont au Burkina actuellement pour aller se faire soigner, et ça, ce sont des faits. Mais vous ne croyez en rien de tout ça. Vous pensez que c'est du tape à l'œil. Combien de personnes ont été se faire soigner qu'il y a la disponibilité des soins? Il ne suffit pas des décisions seulement, mais la disponibilité des besoins des soins médicaux. Il faut parler de ça. Il faut parler des réalités du terrain. Vous avez eu combien? Moi, je vous dis que j'ai perdu 6 parents. Ils ont passé par des hospitalisations. J'en connais. Et je connais le coût. C'est une réalité. Bon, peut-être qu'ils ont été malades avant que le président prenne ces mesures. D'ailleurs, ce sont des mesures récentes. Elles ont été passées simplement dans le mois de mai. Peut-être que vous avez perdu 6 parents avant ce mois de mai. Ça ne veut pas dire que le gouvernement Traoré a échoué. Non, je ne dis pas non. Vous êtes en train de me dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit qu'il a échoué. J'ai dit qu'il faut attendre l'effectivité de ces mesures-là. Quand on prend une mesure, on attend un délai donné, un temps donné pour voir l'effet concret. Quand on parle de l'économie, on crée une économie, on fait marcher une économie, on attend de voir l'impact que cela va donner avant d'apprécier. Si on commence à avoir une décision, et puis quand on commence à produire ou à dire qu'à se plaindre, on sera allé vite en besoin. Il faut avoir de la patience un peu. Et de la retenue pour savoir ce que ça va donner d'abord, avant de commencer à apprécier. Et moi, j'aime toujours être patient, j'aime toujours, mais souvent, il y a la vision aussi qui oblige l'homme à avoir son point de vue. Quand on voit, je ne sais pas, bon, si chacun a la même impréhension, mais moi, je vous dis que quand on s'assoit comme ça, on fait la lecture, des fois, on peut être content ou bien être inquiet. Cela ne veut pas dire qu'on est noir, on est négatif. Vous avez parlé de supporter Blaise Compaoré pendant 27 ans. Je ne sais pas, vous avez dit qu'on a supporté. Je ne sais pas combien de Burkinabés ont supporté Blaise Compaoré. Et malheureusement, ce que vous dites là, ce sont les Burkinabés qui étaient derrière même Ibrahim, qui sont aujourd'hui pour Ibrahim Traoré, qui ont supporté le même Blaise Compaoré. Parce que peut-être qu'ils rêvent de manger encore. Je vous le dis, 80% de ceux qui supportent aujourd'hui sont les gens qui étaient derrière Blaise Compaoré. Vous savez pourquoi? Parce que Blaise Compaoré est tombé. Ils ont voulu porter la charge à la transition passée. Ils n'ont pas eu ce qui gagne de cause. Roch Kaboré est arrivé. Il n'a pas été compétent, c'est vrai, mais Roch est venu relayer, remplacer Blaise. Ça les a frustrés. Quand Roch a été tombé par les militaires, ils ont rêvé avec Paul Sandero d'Amiba encore, croyant que bon, le retour de Blaise, il va se faire, il va s'effectuer. Ils ont vu que Ibrahim Traoré est venu. Vous voyez comment ce sont ces gens-là qui virevoltent, qui changent, et ce sont les meilleurs caméléons du Burkina. Parce qu'ils veulent s'adapter à tout.
à toutes les situations. Voilà, ce sont eux-là, malheureusement, qui ne se gèrent même pas, qui n'ont même pas, on aime dire que, qui ne sentent même pas la diarrhée de supporter ce qu'ils veulent supporter. C'est dommage aussi, quoi, parce que quand on est homme, par moment, on doit être positif, on doit être, je veux dire, objectif, concret et rester soi-même. Quand on n'a pas le courage d'avoir une vision dans le passé ou d'avoir fait un mauvais choix, on doit avoir la mesure, la patience d'observer, d'attendre au moins la direction du train avant de se vouloir s'accrocher. Mais il y a des gens qui sont imbués. C'est ça, je dis qu'en Afrique, nous avons une crise de conscience, une crise de morale. Les gens n'ont pas de conscience, c'est leurs intérêts, leurs ventre ou rien. Ils peuvent sauter dans toutes les casseroles, sauter dans toutes les marmites, juste pour voir ce qui est dedans et puis manger et sortir. C'est tout. Et ça ne fait pas un peuple des hommes, des êtres de conviction. Bon, moi, je ne compose pas avec ça. Je vais composer avec des gens qui sont réels, qui sont réalistiques, des gens qui restent, qui croient, qui prennent un temps de penser, un temps de mesurer, de voir ce qu'ils vont décider finalement. Donc, d'accord. Alors, il ne faut pas faire un procès rapide, c'est très tôt. J'ai dit seulement il y a des erreurs, il faut corriger, il faut attirer l'attention du jeune président de corriger les erreurs pour que vraiment il puisse rentrer dans l'histoire correctement. Il faut corriger les erreurs. Alors, qu'est-ce que vous pensez de l'implication de la Côte d'Ivoire dans cette histoire? Il y a beaucoup de rumeurs, d'ailleurs pas de rumeurs, le président burkinabé ne s'est pas du tout gêné pour pointer du doigt sur le président Ouattara comme étant celui qui cherche à déstabiliser le Burkina. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bon, ce sont deux parents, c'est quelqu'un avec son papa. Hein. Donc, est-ce que je peux parler de ça? Je ne sais pas. Ouattara et Traoré, c'est la même famille. Hein. Si vous voulez que je rentre dans ça en tant que Burkinabé, oui, je peux parler en tant que Burkinabé. Sinon, en tant que Sénégal, ce sont deux Sénégal qui se bagarrent. Ça, c'est entre parenthèses, quoi. Donc, il est difficile pour moi, pour ma part, de rentrer. Mais néanmoins, en tant que Burkinabé, voilà. Deux Sénégal se bagarrent, qu'est-ce que vous voulez? Deux coqs se bagarrent, vous voulez que je dise quoi? C'est-à-dire que c'est une fausse bagarre, c'est-à-dire que c'est une... Non, là, on n'est pas au niveau... Écoutez, M. Traoré n'a pas l'air... Votre président n'a pas du tout l'air de voir Ouattara comme un papa. Je pense même qu'il le voit plus comme un renégat que comme un père. Donc, ils ne sont vraiment pas à ce niveau de Traoré et de Ouattara qui se bagarrent. Je pense qu'ils sont plutôt à un niveau politique et c'est très dangereux. On accuse M. Ouattara de vouloir vraiment déstabiliser le Burkina. Non, mais je vous dis que ce sont deux Sénégal. Ils sont de la même région, de la même tribu, de la même ethnie. Ouattara, Traoré, ce sont des cousins. Traoré vient de où? Ouattara vient de où? C'est le faux, c'est Orodara là. Et vous voulez que, moi je crois à cette bagarre-là. Bon, écoutez, parlons d'autres choses. Peut-être que c'est politique, comme quelqu'un veut dire, mais allons à d'autres sujets, quoi. Voilà. D'accord, ok. Merci. Monsieur Adjei, est-ce que ce qu'on a dit tout à l'heure vous a suscité d'autres questions avant qu'on permette à Yves de donner son mot de la fin? Voilà. Oui, bon, oui. Je voudrais simplement demander à Yves si il n'aime pas Ibrahim Traoré. Qu'est-ce qu'il n'aime pas chez Ibrahim Traoré? Parce que j'ai comme l'impression que Yves n'est pas tout d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il lui reproche? C'est ce que je voudrais savoir. Non, dire que l'histoire d'abord à lui, non. Je l'aime très bien. J'ai supporté son arrivée au pouvoir, mais je n'apprécie pas la façon de diriger, de guider le destin du pays. Il faut corriger les erreurs. Première erreur, l'implication massive du clan, de la famille. Ça n'arrange pas dans des bonnes prises de décision. Parce que vous avez, comme je dis à Sissi Sarah au début, si vous avez une bonne volonté, écartez certains mamans. Il ne faut pas trop impliquer la famille. Parce que quand vous impliquez trop le clan, il y a certaines choses qui vont faire des dérapages qui vont vous impacter. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faut essayer de temporiser. Il y a des prises de décision. Les mêmes erreurs qu'on avait reprochées à Sankara, la précipitation des décisions. Et moi, je pense que ça nous a servi de leçon. On ne devrait plus retomber dans ça. Il doit prendre la mesure, poser la balle à terre, faire des analyses, avoir des conseillers qui vont faire des recherches et avant de prendre des décisions. Et de prendre des bonnes décisions qui vont impacter l'avenir du pays et des Burkinabés. Troisièmement, moi je pense qu'avec la sous-région,
vous avez parlé de la CEDEAO. Les retraites de la CEDEAO, ça a été précipité aussi. Il ne faut pas voir les choses de façon simpliste. Hein. Il faut voir sur l'état du terrain. Quand on parle de la CEDEAO, on a besoin de regroupement. Les Africains ont le même destin. Les condamnés au même destin. On doit s'unir ensemble. Et maintenant, essayer de dénicher parmi nous les brebis galeuses. Il y en aura toujours, les brebis galeuses. Même l'Occident s'est bâti sur ce plan-là, dans ces conditions. Les États de Russie, pourquoi il y a eu la désintégration de l'Union soviétique? C'est parce que quelque part, il y a eu l'absence de cohésion et de liberté de ces États individuels. Aux États-Unis, pourquoi les États-Unis sont toujours regroupés? Et 50 États. Il y a des problèmes, mais chaque État est autonome, a ses lois locales, a ses mesures locales, et il y a l'État fédéral. Donc, il faut essayer de continuer sur cette lancée-là, cette vision du regroupement des Africains. Je vous dis encore une fois, si nous tous là, on appliquait la mesure de la CEDEAO, mais moi, je ne serais pas là en train de débattre avec vous. Moi, je suis ailleurs, vous n'êtes pas ailleurs. Donc, on n'a pas de débat, il n'y a plus de débat entre nous. Mais il faut éviter cela. Il faut corriger cela rapidement. Et si je dis, il faut rapporter des réformes. Il faut imposer des conditions de réforme dans cette CEDEAO-là. C'est exact. Ces vieux, je m'excuse, j'ai dit ces vieux présidents, ce sont des présidents toujours jeunes. Ces présidents-là, tous ces présidents qui sont membres de cette CEDEAO, doivent comprendre que non, il faut composer avec tout le monde et accepter le point de vue de tous les États membres. Il n'y a pas de petits États membres, il n'y a pas de demi-États membres, ni de dernier État membre. Il faut accepter les conditions et éviter, sinon empêcher l'implication extérieure surtout de la force. Vous savez bien que je n'ai jamais apprécié. Vous le savez très bien. En 2019, comme nous avons manœuvré, nous avons manifesté ici notre mécontentement. Pour que cela cesse. Oui, si cela cesse, il faut reconstituer même les conventions ou les accords coloniaux. Et quel accord, dans quel monde on se trouve avec des accords coloniaux qui lient un pays qui suce les Africains à l'État jusqu'à présent? Et quel accord colonial qui puisse permettre aux Africains d'avoir le bonheur et la France de jouir de ce bonheur-là? C'est quel accord colonial? C'est quel accord colonial qui doit permettre à un État indépendant, souverain, comme la Côte d'Ivoire, comme le Sénégal, d'avoir toujours des bases militaires françaises? C'est quel accord colonial? Il faut rompre tout ça. Mais maintenant, entre nous, nous devons poser la balle à terre, s'asseoir de façon mature, parler pour ne pas compromettre notre destin. Si on se déchire, l'AEF là ne peut pas être seul en train de bouger. Ça ne serait pas facile, les arbres. Ça va avoir des répercussions négatives sur la population. Ça va avoir des répercussions négatives sur l'évolution de ces États. Un État qui est près de la mer, qui n'a même pas de démission politique. Vous voyez que cet État-là va évoluer comment? Il faut regrouper. Si nous avons eu une sortie à la mer, si ces États-là avaient des sorties, n'étaient pas enclavés, même s'ils n'étaient pas enclavés, je vous dis que nous avons besoin et du Sénégal, et de la Guinée, et de la Gambie, et de la Guinée-Bissau, et du Libéria, du Togo. Tous les États membres ont besoin de. Et puis je profite de la appel. Il faut que ça cesse cette histoire de crise entre le Niger et le Bénin. Ça n'honore même pas nous en tant qu'Africains. Nous sommes en train de montrer notre façon immature de gérer notre destin, de conduire notre destin. On ne peut pas se déchirer comme ça. C'est honteux. C'est quand même, nous avons dépassé cette. Je veux dire, nous avons dépassé cette mesure. On ne peut pas se faire malmener par des pays ou bien conduire par des pays. Que ce soit en France, que ce soit par les États-Unis ou la Russie. Non, nous ne pouvons pas permettre à quelqu'un de venir nous déchirer. Nous devons nous apprendre, nous asseoir, nous communiquer. Et puis maintenant, choisir nos partenaires. Je loue maintenant le partenariat avec la Russie. Je sens que c'est un partenariat, il faut être honnête aussi. Oui, avec les Russes, on ne peut pas faire les mêmes erreurs qu'on a fait avec les Français. Parce que les Français sont en Afrique avant la colonisation. Ils ont découvert les colonies, ils ont transformé. Par contre, les Russes viennent d'arriver et ils n'auront pas le temps de nous malmener comme les Français. Ils ne peuvent pas le faire. Parce que déjà, nous avons tiré les leçons des relations avec la France. Nous avons tiré les leçons. Nous sommes aussi dans un temps, dans un monde où on est globalisé. On a les réseaux sociaux, on a la communication facile. Donc, chacun est averti. Les communications négatives ou bien les fabrications, les intoxications ne peuvent pas passer longtemps. Les populations vont découvrir vite les réalités. Quand vous partez dans chaque village, les gens ont des mégas, ils ont des WhatsApp, ils ont de l'Internet. Donc,
ce serait difficilement qu'on puisse passer des messages qui ne reflètent pas les réalités de notre pays. Voilà. Donc, encore une fois, entendons-nous, ne prenons pas des décisions hâtées, rapides, prenons la patience, notre mal en patience, on se calme, on pose intelligemment, sagement et mûrement notre destin, et puis voilà, on essaie de voir ce qu'on peut faire pour évoluer.